Vous écoutez Le Grand Débat, issu de l'épisode S707 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 novembre 2023. Cette émission vous est présentée par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec nos deux invités, l'auteur spécialisé Jean Delmas et le photographe et journaliste spécialisé Patrick Lévesque, pour parler de la couleur et plus particulièrement de la reproduction des couleurs en photographie. Alors tout d'abord, il faut concevoir cette émission comme le premier volet du sujet. En effet, aujourd'hui, on va aborder la couleur d'un point de vue physique, d'un point de vue physiologique avec notre propre perception et d'un point de vue technologique avec son enregistrement par le capteur d'un appareil photo et enfin sa reproduction sur un écran. Le second volet du sujet, que l'on vous proposera l'année prochaine en saison 8, abordera la dernière étape du processus, c'est-à-dire sa restitution sur un tirage papier. Alors pour bien comprendre la couleur, il faut commencer par le monde réel et revenir sur la composition même de la lumière et de son caractère ondulatoire. Si on fait passer un faisceau de lumière blanche à travers un prisme, on obtient de l'autre côté un arc-en-ciel. Est-ce que tu peux, Jean, nous expliquer la décomposition de la lumière blanche ? Oui, alors le prisme, alors historiquement, c'est d'une extrême importance, puisque la compréhension de ce qui se passe quand on fait traverser un prisme par un faisceau de lumière blanche, la compréhension du phénomène a été établie par Newton, dans une expérience d'une simplicité absolument étonnante. C'est un des moments de génie les plus grands, certainement, de la grande aventure de la science humaine. Newton s'en est aperçu puisque, par la suite, il a appelé cette expérience experimentum crucis, c'est-à-dire l'expérience cruciale. Donc c'est très amusant, je ne vais pas le faire ici, puis on n'a pas d'image, de regarder avec quel matériel fabriqué par lui-même il a fait l'expérience. Mais cette expérience très simple que tout le monde pouvait faire, mais qu'il a été le seul à imaginer, a montré quelque chose de très fondamental, c'est que cette séparation, cette sorte de séparation de la lumière en faisceaux de différentes couleurs, n'était pas une propriété du prisme, ce que tout le monde croyait jusqu'ici, une propriété du verre, par exemple, mais était une propriété de la lumière. Ce qui est absolument révolutionnaire et totalement génial, puisque, replaçons-nous à cette époque, il était plus que tentant, c'était une évidence de trouver que cette décomposition était une propriété de la matière, du verre. Non, alors, la lumière est un phénomène ondulatoire, c'est un cas, la couleur est un cas particulier de ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique, dans lequel on trouve aussi bien les ondes radar, les ondes radio, les ondes de micro-ondes. Et donc la lumière, c'est-à-dire la petite tranche de ce rayonnement qui est perceptible par la vision. Donc la lumière est une petite partie de ce spectre beaucoup plus large dans lequel on trouve toutes sortes, donc tous ces types d'ondes. En fait, nous saisissons avec notre système perceptif une tranche de rayonnement électromagnétique qui va de 380 nanomètres de longueur d'onde à 780. Ouais. Bon, c'est la limite supérieure de l'ultraviolet, jusqu'à la limite inférieure de l'infrarouge, c'est ça. Voilà, ces rayonnements électromagnétiques se caractérisent par une longueur d'onde. Et les longueurs d'onde s'expriment en nanomètres, c'est-à-dire en milliardièmes de mètres. Donc voilà, la partie visible, c'est cette tranche entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Mais c'est que la perception visuelle, ça n'est pas ça qu'elle voit. Elle fait une interprétation de ce stimulus extrêmement complexe, et interprétation que les scientifiques vont essayer tout au long du XIXe siècle de comprendre de mieux en mieux, et interprétation qui va aboutir
à l'invention du modèle rouge-vert-bleu RVB. Et par rapport à cette interprétation, il faudrait peut-être expliquer en quoi la rétine parvient à interpréter ça, parce qu'elle dispose de plusieurs cônes. Le capteur qu'utilise notre système perceptif, c'est effectivement la rétine, qui a des bâtonnets et des cônes. C'est ça, les micro-capteurs qui tapissent la rétine sont les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets sont sensibles uniquement à la luminance. Et ils sont particulièrement actifs pour les luminances très faibles. C'est pour ça qu'on dit la nuit, tous les chats sont gris. Quand on diminue l'éclairement d'un lieu, on voit de moins en moins des couleurs, et quand on continue à diminuer, on ne voit plus que la luminance. C'est-à-dire on ne voit plus que des gris. Alors les cônes de 3 familles qu'on a l'habitude de désigner par le nom des 3 couleurs rouge, vert, bleu. Donc certains cônes sont plus sensibles au rouge, d'autres plus sensibles au vert, d'autres plus sensibles au bleu. Autrement dit, les sensibilités des trois types de cônes sont des courbes en cloche qui se chevauchent. Donc, les 3 couleurs auxquelles sont les plus sensibles les cônes rouges, les cônes verts et les cônes bleus sont absolument pas les couleurs de nos modèles RVB. Alors, sur lequel est basée toute notre affaire de gestion des couleurs. Le modèle RVB est une espèce de magouille. Au début du XXe siècle, on a très vite compris qu'on pouvait reproduire n'importe quelle couleur pour la perception visuelle avec n'importe quel trio de primaires RVB. C'est la synthèse additive. Synthèse additive. Les gens qui ont fait les premières tentatives de modèle RVB n'ont pas utilisé les 3 couleurs primaires auxquelles les cônes sont le plus sensibles, parce qu'elles étaient très emmerdantes à fabriquer. Donc, à partir du moment où on a découvert qu'on pouvait utiliser n'importe quel trio, voilà, on a fait toutes sortes d'expériences qui s'appellent les expériences d'égalisation. Sur un écran, ce sont des projections sur un écran, on montre à gauche le résultat de la convergence de 3 faisceaux lumineux, chacun coloré d'une des primaires, R, V et B. Donc à sa gauche, le cobaye a un mélange des 3 couleurs, et à sa droite, on lui montre la couleur à égaliser. Donc on projette la couleur à égaliser, et le manipulateur tourne les potentiomètres des 3 projecteurs RVB qui déterminent le mélange, et au fond, il demande est-ce que c'est bon, et quand le spectateur, le cobaye, trouve que le mélange RVB lui paraît identique à la couleur test, la couleur à égaliser, il dit stop. Et à ce moment-là, le manipulateur, il note les positions des 3 potentiomètres. Il note 3 nombres. Et voilà. Le modèle RVB, c'est ça. C'est la mise au point de ces 3 nombres. Donc, c'est purement expérimental. Et au fond, c'est une méthode qui a fait intervenir la perception visuelle et qui n'a pas grand rapport avec l'étude de la structure physique de la lumière. Le modèle RVB, c'est ça. C'est une recherche expérimentale. Alors, je vais revenir 2 secondes là, sur cette histoire de spectre. Je commençais déjà un peu à synthétiser les choses qu'on s'est dit. Donc, voilà, la lumière blanche est composée d'une multitude de couleurs, allant très schématiquement du bleu au rouge en passant par le vert. À chaque couleur, on peut associer une longueur d'onde exprimée en nanomètres avec une intensité. Et chaque source de lumière peut être caractérisée par un spectre. Mais Patrick, dans la nature,
on a affaire à plusieurs types de sources de lumière qui ont des spectres différents. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Disons que dans la nature, en fait, on est tributaire d'une source de lumière déjà. Une source de lumière, c'est le soleil. Et le soleil, déjà, selon les différents moments de la journée où il va éclairer quelque chose, ça va donner, pour une couleur précise, différents types, je dirais, de rendu. Je vais prendre au hasard une couleur, un bleu. Ce bleu, le matin, on va dire, selon l'heure à laquelle on va le regarder, on va avoir une sensation d'un bleu. À midi, on va avoir une autre sensation d'un bleu. Et en fin de journée, on va avoir une autre sensation. On dirait qu'à chaque moment de la journée, on peut avoir une sensation de ce bleu. Ce bleu, il est simplement tributaire déjà de... C'est une notion qu'il faut rentrer, c'est la notion de température des couleurs. Alors, Jean expliquera peut-être mieux techniquement comment on définit des températures de couleurs, mais disons que c'est une échelle qui nous permet de dire et de caractériser une couleur en disant ça va être chaud, on va prendre un blanc, par exemple, pour pas parler de couleur, et ce blanc, il va être froid ou chaud, selon l'heure à laquelle on va regarder le blanc, quoi, en fait. Ce qui est vrai pour un blanc est donc vrai pour n'importe quelle couleur. Quand on parle d'un rouge, c'est un rouge, mais déjà, par rapport à mon œil à moi, ça va être le rouge que je vois moi, le rouge que verra Benjamin au même moment où il est à côté de moi, il ne verra pas tout à fait forcément le même rouge. Chacun aura son interprétation du rouge. Alors après, évidemment, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de mesurer réellement ce que sont ces couleurs à un instant T, en tenant compte évidemment de la température de couleur, et on aura exactement la définition de cette couleur. Et comment tu peux définir la température de couleur, Jean, de manière simple, ce qu'on exprime en degrés Kelvin? C'est Max Planck qui a découvert ça le jour de Noël 1900. Ça lui a valu le prix Nobel. Un corps qu'on appelle corps noir, c'est un corps théorique, un corps qu'on appelle corps noir, qui est un corps qui absorbe la totalité des rayonnements qu'il reçoit, émet de la lumière dont le spectre ne dépend que de sa température. Alors, la découverte par Planck de ça a donné l'idée aux astronomes d'étudier les étoiles en mesurant leur spectre. Et puis on a fini par trouver intéressant de faire ça pour le Soleil, parce que le Soleil finalement c'est aussi un astre. Et c'est à ce moment-là qu'on a imaginé décrire la couleur de l'illuminant solaire, non pas en donnant à chaque fois son spectre, qui est une courbe un peu compliquée, mais en donnant sa température. Alors maintenant, dans le monde de la photographie, on parle de température de couleur d'une manière assez élargie. Mais disons que la température de couleur peut être le nom d'une couleur, peut permettre de désigner une couleur que pour des couleurs presque blanches. C'est-à-dire essentiellement la couleur du soleil sur sa température de couleur. Alors maintenant, ce à quoi il faut s'intéresser, à mon avis, c'est au rôle de l'illuminant dans la perception visuelle et dans la photographie. Puisque un des problèmes de la photographie est que vis-à-vis de cette question, l'influence de l'illuminant, un boîtier photographique et la perception visuelle ont des comportements absolument délirants, absolument différents. Et une des questions que doit résoudre la gestion des couleurs, c'est rapprocher la photo de ce que le photographe a perçu au moment de la prise de vue, et donc essayer de faire la même chose que l'œil. Bon. Tout le problème réside dans ce qu'on appelle l'adaptation de la perception visuelle à l'illuminant. Quand le photographe prend sa photo, et que lui-même, équipé de ses yeux, baigne dans un environnement éclairé par un illuminant, solaire par exemple, ou artificiel,
sa vision s'adapte à cet illuminant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sa vision, ses yeux, son système perceptif va, tant qu'il est baigné dans cet illuminant, considérer que toutes les couleurs ayant le même spectre que l'illuminant sont les couleurs neutres. Et en particulier le blanc. C'est la fameuse balance des blancs, entre guillemets, automatique qui est réalisée par notre cerveau. Mais du coup, voilà, on peut commencer à s'intéresser un peu au boîtier en lui-même et sur la manière... Je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que vient de dire Jean, qui est assez technique. En fait, pour un photographe et pour n'importe qui, en fait, il faut considérer que la température de couleur, elle influe sur ce qu'on voit. D'accord ? C'est-à-dire que mon œil, comme l'a très bien décrit Jean, je baigne dans une lumière et cette lumière, elle a une température de couleur et elle conditionne tout ce que je vois. Le but pour l'après, justement, c'est notre capteur, lui aussi, va avoir affaire à cette source de lumière et cette température de couleur. Et le but pour nous, après, de reproduire ce qu'on a vu, on va tenir compte de cette température de couleur. Non pas dans notre manière de reproduire, mais c'est un élément... Nous, on s'en rappellera de cette couleur, parce que notre cerveau mémorise quand même un petit peu les choses. Et par contre, le capteur, quand on va faire la photo à cet instant T, il va prendre cette photo en tenant compte de ces températures de couleur. Alors aujourd'hui, il y a 2 façons de faire les photos avec un appareil photo. C'est on confie la balance des blancs que tu viens d'évoquer à un système de gestion automatique des boîtiers qui, en toute franchise, aujourd'hui, fonctionne quand même vraiment... plutôt pas mal, parce que souvent on a affaire en même temps, dans les cas de prise de vue, à différentes sources de lumière mélangées à différentes températures de couleur, et les automatismes de gestion de balance des blancs des appareils arrivent réellement à nous obtenir quelque chose de vraiment très très correct. Après, on peut être un petit peu plus jusqu'au boutiste et prendre en compte soi-même la température de couleur. Il y a des pré-réglages enregistrés dans le boîtier, où on peut gérer... Alors, il faudrait mesurer carrément la température de couleur avec un thermocolorimètre et la régler dans l'appareil photo. Ou on peut, je dirais aussi, faire appel aux automatismes qu'il y a dans l'appareil, où on va avoir lumière couchée. Enfin, il y a des pré-réglages pour le coucher de soleil, des presets. Et ça, on peut aussi s'en servir. Et on voit tout de suite le rendu. Mais avant d'en arriver là, un capteur électronique, tout comme l'œil humain, il faut qu'il interprète aussi les couleurs. Donc, comment on en arrive à traduire, à interpréter la lumière visible par le capteur ? Ça, c'est le capteur, en fait. Alors, le capteur, lui, il voit pas une scène. Lui, c'est de la lumière qu'il reçoit. Évidemment, tout va lui arriver directement. Alors, je ne vais pas rentrer techniquement dans la description de comment fonctionne un capteur, mais en fait, disons qu'il va être bombardé des photons qu'il reçoit. Derrière, il y a toute une Alors, un capteur, lui, voit une image que nous, on ne verra jamais. C'est noir, en vérité. Ce sont des informations qu'il reçoit, luminance, chrominance, etc., etc. Et ensuite, il va y avoir tout un travail interne à l'appareil photo qui, lui, va interpréter, décoder et nous restituer visuellement ce qu'a vu le capteur, ce qu'il a enregistré, le capteur. Alors, après... il y a un débat qui va s'ouvrir en travaillant en RAW, en travaillant en JPEG, en travaillant en RAW plus JPEG. L'intérêt de travailler en RAW, c'est qu'on va pouvoir travailler à partir des données brutes enregistrées dans le capteur. L'image qu'on voit en fait sur l'appareil photo, c'est les pré-réglages en fait qu'on a mis dans l'appareil photo qui nous permettent de voir quelque chose. Pareil, quand on va ouvrir un RAW dans un logiciel, quel qu'il soit, Lightroom, Camera Raw, des XO, etc., etc., il y a les données de base enregistrées en fait avec les presets du boîtier qui arrivent avec le RAW qui permettent de voir quelque chose. Et à partir de là, on a toutes les composantes qui ont été enregistrées par le capteur dans le RAW qui vont nous permettre de vraiment pouvoir jouer très très finement sur tous les paramètres de l'image. C'est la couleur, c'est la luminosité, c'est le contraste, c'est tous les paramètres. Non, mais c'est pour ça que voilà, on a ces fameux presets dont tu parlais, Patrick, au niveau de la balance des blancs qui permettent de reprendre les différents types d'illuminants qu'on peut rencontrer dans la nature. Puis même pour aller plus loin, on peut utiliser ce qu'on appelle une charte de grille qui va être particulièrement utile, notamment dans le cas de figure toujours un peu délicat qui est une photographie d'une scène où il y a différents types d'illuminants qui servent à l'éclairer. Donc j'imagine
tout simplement une photo prise en intérieur avec un décor derrière une fenêtre. L'intérieur est éclairé en tungstène, l'extérieur est éclairé en lumière du jour. Du coup, c'est toujours un peu délicat. Mais du coup, la question qui se pose, c'est finalement maintenant, comment est-ce que les capteurs sont capables de voir de la couleur? Il y a plusieurs technologies qui permettent de faire ça. La plus connue, c'est la matrice de Bayer. Un capteur, c'est une mosaïque de sites perceptifs, hein, tout petit, alignés en ligne et en colonne. Bon, c'est une image au fond assez proche de l'image qu'on se fait d'une photographie composée de pixels. Alors, la matrice de Bayer, c'est très simple, ce sont des filtres. Hein, on décide que un photosite va mesurer uniquement la composante verte. Donc on met devant ce photosite un filtre vert. Voilà. Donc il va absorber toutes les autres couleurs que le rayonnement vert. Et donc effectivement, les photons qui vont arriver, qui vont s'empiler dans ce photosite, hein, on peut imaginer une espèce de puits de lumière dans lequel on jette des balles de tennis, des balles de ping-pong. Bon, et donc le puits du photosite spécialisé vert va engranger des photons verts. Il y a évidemment aussi des photosites consacrés, spécialisés dans les deux autres couleurs. Et effectivement, tous ces photosites sont organisés dans une matrice qu'on appelle matrice de Bayer et qui fait que le nombre de photosites verts est 2 fois plus élevé que le nombre des deux autres couleurs. Alors effectivement, Bayer pensait qu'il fallait faire ça parce que la couleur à laquelle la rétine est la plus sensible, c'est ce vert, je crois que de longueur d'onde 550 nanomètres, ce vert qui est la couleur à laquelle la perception visuelle humaine est la plus sensible. En fait, ce raisonnement, ça c'est... Bayer était un type qui travaillait chez Kodak, et ce raisonnement ensuite a été un peu contesté, mais enfin, je crois quand même que l'essentiel des capteurs construits aujourd'hui par les fabricants sont toujours basés sur une matrice de Bayer. L'essentiel, oui, mais enfin, il est remis en question. Il en existe d'autres parce qu'il y a quand même des petits soucis ou du moins des petits défauts avec la matrice de Bayer, c'est la sensibilité au moiré notamment. Donc, il y a certains constructeurs qui sont venus avec du Foveon chez Sigma, un système à 3 couches différentes. Des couches superposées. Des couches superposées. Ouais. Il y a le X-Trans chez Fujifilm, qui adopte une matrice différente, où on a des photosites qui vont dévolus à la détection de phase, notamment, et la répartition est différente. Hein. Mais principalement, c'est vrai, on retrouve toujours la matrice de Bayer. Et enfin, il y a une réponse tout à l'heure que j'ai pas faite à une question que tu m'as posée, c'est que fait l'appareil de prise de vue vis-à-vis de la balance de couleur, de la balance des blancs? Pour moi, ça a toujours été un énorme mystère. La seule manière théoriquement possible pour un appareil de prise de vue de régler convenablement la balance des blancs sans utiliser de mire de balance des blancs, ça serait au moment de la prise de vue d'avoir un petit capteur supplémentaire qui examine quel est l'illuminant, et alors en plus l'illuminant qui illumine l'appareil de prise de vue et non pas le sujet. Donc déjà il y a un problème. Mais quand même, ça serait quelques boîtiers, je crois, ont utilisé cette méthode, mais peu, et au fond, pour l'essentiel, le logiciel un peu mystérieux qui se trouve dans un appareil de prise de vue et qui fait ce travail, il fait on ne sait pas bien quoi. En tout cas, moi, je n'ai jamais vraiment eu de description sérieuse du travail qui a été fait par l'appareil. Et pour moi, c'est assez étrange. La seule chose sur laquelle peut se baser le logiciel en question, c'est une analyse de ce qu'ont mesuré les photosites. C'est-à-dire, au fond, une analyse de l'image. Or, il est extrêmement difficile de déterminer quel était l'illuminant
au moment de la prise de vue de l'image, quel était l'illuminant qui baignait le photographe. C'est très, très difficile. Donc, voilà, moi, bravo aux gens qui développent des appareils photonumériques qui font la plupart du temps bien ce travail. Surtout, ils font particulièrement bien ce travail sous des illuminants solaires, en extérieur. Sous des illuminants artificiels, c'est quand même plus aléatoire. C'est quand même plus aléatoire et il vaut mieux sous des éclairages artificiels essayer de savoir quelle est la température de couleur du système d'éclairage qu'on utilise en studio et ensuite de régler à la main sur son boîtier là-dessus, ou de le faire après en RAW là-dessus. surtout. Là-dessus je suis d'accord, mais là c'est que si on est dans une perspective d'une reproduction la plus fidèle possible des couleurs. Après intervient la notion très subjective des préférences de rendu, où certains photographes vont préférer un rendu un peu plus froid ou un peu plus chaud en fonction de leurs affinités, de leur sujet et de ce qu'ils ont envie de reproduire. Pour aller un petit peu poursuivre ce que disait Jean aussi, puisqu'effectivement, moi je suis le premier aussi à saluer un petit peu le travail des développeurs pour toute la mécanique interne, enfin la partie logicielle de traitement d'image des appareils photo, où effectivement, moi je trouve personnellement, pour en tester beaucoup, qu'ils s'en sortent quand même tous plutôt bien, effectivement en lumière du jour, en mesure de... Enfin, en analyse de température de couleur, mais en sachant, quand on observe un petit peu toutes les marques, je dirais presque que chaque marque a un petit peu son petit rendu. C'est le sel de chaque constructeur. Voilà. Comme lors des films argentiques, comme à l'époque où chaque film avait un petit peu sa signature. Les marques sont un petit peu typées. On sait que Nikon a ce rendu-là, Canon a ce rendu-là, etc. etc. J'ai cité ces deux-là, mais il pourrait y en avoir d'autres, bien entendu. Ensuite, après, effectivement, quand on cherche réellement un pur respect de la température des couleurs, c'est surtout vrai en studio pour certaines choses. Quand on est en extérieur, je ne vais pas dire que c'est une chose dont on ne se préoccupe pas, mais on se repose sur les automatismes du boîtier qui, globalement, s'en sort bien. En studio, on a d'autres outils pour travailler. On a un thermocolorimètre qui nous permet de mesurer nos sources. Une charte de grille, tout simplement. Une charte de grille, mais de papier blanc, quoi. Déjà, tu vas pouvoir analyser un petit peu tes sources si tu as besoin de les filtrer, etc., etc. Ensuite, effectivement, on a des chartes qui nous permettent de travailler notre balance de grille, etc., etc., la travailler en post-prod. Et le RAW, après, effectivement, le fait de pouvoir travailler en RAW va nous permettre de pouvoir corriger. Et c'est ça. C'est-à-dire que quand on travaille en RAW, toute cette réflexion qu'on vient d'avoir sur la problématique de la balance des blancs peut s'effectuer de manière totalement non destructive en post-production. Néanmoins, à la prise de vue, quand on parle de couleur, il y a quand même 2-3 autres paramètres qu'il est important de bien comprendre au niveau des réglages du boîtier. Alors, on ne va pas rentrer dans les histoires de profondeur de codage en 8 bits ou en 12 bits, mais quand on travaille en JPEG, il y a un réglage qu'on peut faire dans le boîtier qui est assez obscur. C'est l'espace couleur. Le boîtier, il nous propose le sRGB ou l'Adobe 98. Alors, de quoi on parle à ce moment-là? Ouais, sRVB ou Adobe RVB, traduit dans les menus français. Mais comme dit Arthur, en quoi c'est vraiment crucial de faire le bon réglage au bon moment? Ou est-ce que d'ailleurs, finalement, peu importe qu'on prenne l'un ou l'autre? Alors, je vais déjà répondre à une chose avant qu'on aborde le RAW, qui est pour moi quand même le nerf de la guerre. Un fichier JPEG qui va sortir d'un appareil photo, si on ne l'a pas défini dans un espace colorimétrique, alors c'est nous qui allons décider, sRVB ou Adobe RVB, une photo, elle va véhiculer des couleurs, mais sans information. C'est-à-dire que quand on va parler de gestion des couleurs, si on n'a pas un espace colorimétrique dans lequel est définie l'image, en gros, ça va être tagué dans l'image, on ne va pas pouvoir la gérer, cette image. C'est-à-dire qu'en gros, on voit bien les couleurs, mais on ne sait pas à quoi elles correspondent numériquement parlant. Ça, c'est important. Le RAW, par définition, n'a pas d'espace colorimétrique. On va le définir quand on va exporter l'image, parce qu'on va avoir besoin, justement. Le RAW, lui, va s'autosuffire par rapport au moteur de gestion des RAW. On a évoqué Melissa, qui est le moteur de traitement de RAW de Lightroom, de Camera Raw. Il y a tous les moteurs utilisés par tous les logiciels aujourd'hui. Eux, c'est le logiciel là, qui gère les couleurs pour le RAW. Quand on va exporter, là, on va avoir besoin de définir RVB,
alors sRGB ou Adobe RGB. Alors, ce sont deux espaces colorimétriques bien précis. Je ne sais pas si on va refaire l'histoire des profils. Non, simplifions. sRGB. Pourquoi sRGB ou pourquoi Adobe RGB globalement? Alors, le Qu'est-ce que sRGB. Adobe va avoir là-dedans? Non, mais on va voir qu'il peut avoir un intérêt. Enfin, il a même un intérêt. Le sRGB, il va avoir une utilité, je dirais, de manière. Une utilisation grand public. Le sRGB, c'est le plus petit dénominateur commun. Et étonnamment, c'est l'espace colorimétrique sur lequel sont étalonnés énormément de tireuses photos. D'accord ? Et l'exemple que je peux donner, je recommande à personne de le faire, mais vous adoptez l'Adobe RGB et donnez un fichier au Minilab du coin à tirer, et vous allez voir vos photos. Vous allez dire, attends, elles ne sont pas terribles, elles sont un peu palotes, un peu faiblardes, quoi. C'est simplement que la gestion de la couleur de la tireuse ne sait pas bien l'interpréter, l'Adobe RGB, qui n'est pas du tout destiné à ça. En même temps, le sRGB, on va se dire, c'est un espace pourtant qui est plus petit que l'Adobe RGB. Mais on sait aujourd'hui un petit peu par expérience et des remontées qu'on a des labos, des photographes, etc., depuis très, 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 très longtemps, que, en gros, je ne vais pas dire un chiffre qui peut être considéré comme vrai, mais plus de 80% des images qu'on enregistre dans le monde, tiennent dans le sRGB. D'accord ? Ce qui fait qu'en gros, il y a toute une chaîne aujourd'hui de tirage qui est calée sur ce sRGB, et ce qui fait qu'on a une gestion des couleurs qui est là, franchement, très, très bonne. C'est-à-dire que ça va correspondre effectivement bien à notre image. Donc si, par exemple, je sors un JPEG de mon appareil, que je veux effectuer des tirages en ligne sur un site lambda, on va dire, je fais du sRGB. Alors, quand c'est qu'on fait de l'autre? Alors, l'Adobe RGB, l'intérêt qu'il va avoir, alors là, on va rentrer dans un contexte, et Jean ira certainement encore plus loin que moi là-dedans. L'Adobe RGB, c'est un espace qui a d'abord été créé par Adobe, un célèbre éditeur de logiciels, et c'est un espace colorimétrique qui est beaucoup plus vaste. White Gamut, on l'appelle. Alors, White Gamut, il est encore plus grand que l'Adobe RGB, mais disons que c'est un espace colorimétrique qui est beaucoup plus gros, qui va permettre surtout de pouvoir enregistrer réellement et de bien définir des couleurs qu'on n'a pas bien définies dans le sRGB. Et quand on va après, on va rentrer dans... Alors, l'Adobe RGB sert beaucoup dans le pré-press, par exemple, pour nos conversions, pour aller vers un espace colorimétrique qui est beaucoup plus petit. Les migrations se font beaucoup mieux. Alors, on va aborder d'autres notions après, les intentions de rendu, tous ces trucs-là, nous permettent de beaucoup mieux migrer nos images pour l'impression. Alors, l'impression offset, mais ça va être vrai aussi, ça peut être vrai pour l'impression jet d'encre. Mais il faut des machines de haute qualité, alors non? Ou des machines... Là, c'est des press offset, c'est des imprimantes photo, etc. etc. D'accord. Ok. Jean, tu veux ajouter quelque chose sur ces notions d'espace couleur à la prise de vue? Oui. On a raconté tout à l'heure qu'un capteur était formé de microsites et que chaque site allait produire une couleur. C'est-à-dire que chaque site produit 3 nombres. R, V, B. Bon, ensuite, après un certain nombre de traitements auxquels on a fait allusion, on peut aboutir à une photo définie dans un espace de couleurs standards comme sRGB, Adobe RGB ou d'autres. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'une photo qu'on envoie à quelqu'un, qu'on donne à quelqu'un, qu'on essaye d'imprimer, avec laquelle on veut faire quelque chose, une photo qui est donc un tas de nombres, qui n'est un fichier photo, ça n'est qu'un tas de nombres. Ce tas de nombres est strictement dépourvu de sens si on ne précise pas immédiatement « Ah, ce tas de nombres, il est défini dans tel espace colorimétrique ». C'est-à-dire, en gros, avec 3 primaires particulières à cet espace colorimétrique, 3 primaires R, V et B, puisque les espaces colorimétriques diffèrent par plusieurs caractéristiques, mais enfin, leur caractéristique essentielle, c'est les 3 primaires sur lesquels ils sont basés. Donc, première chose, une image. Un fichier sans nom d'espace, ça n'a strictement aucun sens. Alors maintenant, quel espace choisir pour le photographe? Bon. Pour les archives, c'est RAW, évidemment, parce que RAW est défini dans l'espace du capteur, et l'espace du capteur, c'est le plus grand possible, par définition. L'espace du capteur, c'est le plus grand possible, c'est-à-dire que
ce fichier qui ensuite sera traité par tel ou tel logiciel, et les logiciels, ils font des progrès, pas tous les jours, mais tous les ans. Donc ce fichier RAW, il contient le maximum d'informations possibles, et si un jour Adobe ou un autre nous sort un logiciel permettant de faire un traitement encore meilleur, dans le RAW, on aura tout. Si les imprimantes font des progrès, parce que c'est là surtout que les progrès sont intéressants, je trouve, on aura dans le RAW toutes les informations possibles pour faire un traitement qui profitera au mieux de ces progrès futurs. Donc le RAW, évidemment, c'est l'essentiel. Alors maintenant, si on est contraint, pour toutes sortes de raisons, de produire avec son appareil de prise de vue, non pas un RAW, mais une photo définie, un fichier défini dans un espace normalisé comme sRGB, lequel choisir? Alors d'abord, la seule raison pour laquelle je vois qu'on puisse être un peu condamné ou contraint à faire ça, c'est-à-dire à produire des fichiers définis dans un espace standard, c'est la facilité de communication. Et en particulier, je pense au réseau et à Internet. Dans ce monde-là, pour toutes sortes de raisons historiques et techniques, l'espace qui s'appelle sRGB règne. C'est un monopole. C'est un monopole au point que, dans les explorateurs Internet, par exemple, si on publie une image qui ne contient pas dans le fichier la spécification de l'espace dans lequel elle est définie, et bien cette image orpheline d'espace sera par défaut toujours affichée comme étant une image sRGB. Donc sRGB est une sorte d'espace par défaut du monde Internet, espace par défaut des téléphones, de la photographie facile, etc., de la photographie rapide. Si on est reporter et qu'on veut envoyer dans des conditions parfois difficiles une image à sa rédaction par des réseaux, parfois acrobatiques, c'est sRGB. C'est sRGB parce que sRGB, entre autres, va permettre d'avoir des fichiers plus légers. Bon, puisque sRGB a toutes sortes de faiblesses. Sa faiblesse, entre guillemets, parce que sa force, je viens d'en parler, hein, c'est un monopole et tout à fait justifié. Mais sa faiblesse, c'est qu'on ne peut définir les 3 nombres RGB qui spécifient chaque couleur de chaque pixel. On ne peut, dans sRGB, les définir que sur 8 bits. Ce qui est une grosse faiblesse si par la suite on veut faire subir à ce fichier des traitements correctifs ou d'amélioration. Quel que soit le type de fichier, même des fichiers HEIF qui sont en 10 bits désormais. 8 bits, c'est vraiment très très juste pour traiter les transformations de dégradés. Or, quand une image, il n'y a pas beaucoup d'images sans dégradé, et quand on quantifie les couleurs sur seulement 8 bits, donc entre autres choses, quand on quantifie des dégradés sur seulement 8 bits, les dégradés vont être extrêmement fragiles au traitement numérique. Un Photoshop ou Lightroom ou tous ces concurrents font du travail mathématique sur ces nombres RGB. Et il est vrai qu'un dégradé un peu trituré par une main un peu lourde sous Photoshop va très très vite en 8 bits voir apparaître des escaliers, des artefacts. Il y a des anomalies très bizarres. En général, ça ressemble à des escaliers, quoi. C'est-à-dire, le dégradé n'est plus continu, mais fait de petites bandes monochromatiques, alors toutes petites, hein, voilà, et qui vont quand même être très désagréables. Et l'affaire s'aggrave si en plus, par la suite, l'image ainsi dégradée par erreur subit un autre traitement, par exemple une conversion CMJN. Alors là, on peut avoir tout à fait des catastrophes. Donc voilà, le photographe qui ambitionne de faire un livre ou de publier des posters, bon, le sRGB, c'est véritablement pas possible. Et alors, que prendre
bon, mettons-nous dans la situation du photographe. J'aime trop les photographes pour me prétendre photographe, mais enfin, je fais des photographies. Et si je suis photographe et que j'ai l'ambition, par exemple, de faire un livre, de faire des beaux tirages d'exposition, des affiches, puisqu'on vient de dire que sRGB, c'est vraiment pas la solution, que prendre? Alors, je pense que là, il faut prendre le maximum. Il y a 20 ans, 30 ans, on disait non, le maximum, attendez. J'ai eu une discussion, par exemple, de ce genre, je me souviens avec la patronne technique de la Bibliothèque nationale, que je disais, vos archives photographiques de reproduction d'œuvres d'art ou de reproduction de manuscrits, vous devriez quand même les stocker de cette manière-là. Elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, ça multiplie par 2 le volume de nos fichiers, et déjà ça nous coûte une fortune. À l'époque, les disques durs, il y a 20-30 ans, c'était un coût absolument phénoménal. Aujourd'hui, ça vaut rien. Donc il n'y a plus aucune raison pour un photographe de ne pas faire le maximum. Et moi, je suggère Profoto RGB, qui est un gamout absurde, gigantesque, ce qui présente des inconvénients, mais bon, qui est un gamout gigantesque, et qui autorise le stockage des composantes de couleurs RVB sur 16 bits. Si on fait ça, c'est-à-dire si on stocke ces photos sous ProRGB et avec des composantes numériques sur 16 bits, la photo ne risque plus rien. On peut lui faire subir tous les mauvais traitements possibles en post-production. La photo ne sera jamais dégradée. L'intérêt, c'est de conserver effectivement le fichier dans les meilleures conditions qui soient pour le futur, en fait. C'est-à-dire que c'est avec le maximum d'informations, une quantification sur 16 bits. L'intérêt en même temps d'avoir un fichier qui soit aussi riche en informations, c'est quand on va le travailler en post-production. Déjà, la quantification, plus elle est grande, plus elle va être fine, elle va nous permettre d'intervenir beaucoup plus finement sur les réglages. Jean parlait tout à l'heure effectivement des certains dégradés. Un dégradé qui est en 16 bits, quand on va retravailler un petit peu l'image, on a beaucoup plus d'informations, donc on dégrade beaucoup moins. Alors, tout dépend des limites où on va pousser les curseurs, mais on va beaucoup moins dégrader l'image que si on l'a travaillé sur 8 bits. Et c'est vrai pour n'importe quel aspect de traitement de l'image. Plus on a d'informations, mieux on se porte. Maintenant que l'on sait comment les couleurs du monde réel sont enregistrées et codées par un appareil photo, se pose désormais la question de leur restitution sur un écran. Alors, il y a plein de types d'écrans, évidemment. Le premier, c'est l'écran arrière de son appareil, c'est le viseur électronique de son boîtier, c'est l'écran de son ordinateur portable, c'est l'écran de son smartphone, c'est l'écran de l'ordinateur de Tata Suzanne, à qui on envoyait les photos par mail, bref, tous les écrans. Alors la question qui se pose, c'est comment savoir si ces écrans sont capables de restituer toutes les couleurs de nos images et surtout, s'ils les restituent correctement. Patrick, est-ce que tu es capable de nous expliquer pourquoi tous les écrans ne restituent pas les couleurs de la même manière? Déjà, il y a un truc très 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 simple, c'est que un écran, il suffit de se pencher sur ses caractéristiques. Ils ont une fiche technique, la plupart, et ce qui est capable de restituer un écran, on appelle ça un petit peu, et c'est vrai pour n'importe quel périphérique en vérité, on appelle ça le gamut, dont parlait Jean tout à l'heure. C'est en gros l'ensemble des couleurs qui est capable de restituer un écran. Ça, c'est déjà un premier point à comprendre, ce qu'on appelle donc le gamut. Et selon la qualité de l'écran, la marque et ce qu'on va faire d'un écran, ces écrans vont être capables de restituer plus ou moins de couleurs. Alors, Jean a parlé d'un espace colorimétrique, on l'a évoqué tout à l'heure, que le sRGB. Le sRGB, ça a été longtemps le plus petit dénominateur commun qui permettait, en gros, on va dire, tous les maillons de la chaîne de communiquer entre eux. Nos vieilles et vénérables imprimantes d'il y a très longtemps communiquaient en sRGB. Enfin, tout le monde était capable d'afficher et de restituer. On a eu une montée en gamme des moniteurs aujourd'hui, avec la montée en puissance de la photo, mais il y a tout le système et tout l'univers des arts graphiques qui demandent un affichage des couleurs très, 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 très précis. Donc, les écrans aujourd'hui sont capables, pour les plus costauds et les plus chers, de restituer la quasi-totalité de l'espace à 2 bits RGB.
c'est-à-dire des millions et des milliards, on va dire, de couleurs. Alors ça, c'est une chose. Donc le gamut, c'est la capacité à un écran d'afficher un nombre X de couleurs. Donc plus gamut est important, mieux on se porte. Mais il ne suffit pas d'afficher un maximum de couleurs, il faut aussi les restituer correctement. Et là, tous les écrans ne se valent pas forcément. Et pour pouvoir s'assurer de ça, il y a une étape qu'on appelle, alors à terme, parce que le terme n'est pas vraiment bon, la calibration. On va plutôt parler de caractérisation et de calibration ensuite. Étalonnage, on le bannit dans ce cadre-là ? Non, l'étalonnage aussi, on peut aussi évoquer ce terme. Ça va nous permettre, alors c'est tout un processus logiciel et qui fait intervenir un petit outil de mesure qui s'appelle le colorimètre, qui va nous permettre, en fait, on va envoyer à l'écran un certain nombre de couleurs. Alors ça varie de pas trop à beaucoup de couleurs selon le type de profil qu'on veut obtenir. Et le logiciel va donc, via la sonde, analyser ce que l'écran lui renvoie et être capable de créer une table, en gros, de ce qui est capable d'afficher le moniteur. Et on va aboutir à ce qu'on appelle, que les gens ont un petit peu de mal à comprendre, c'est le profil ICC de l'écran. Et un profil ICC, c'est ni plus ni moins, je dirais, que la carte d'identité de l'écran. On parle d'écran, on pourra parler de profil pour beaucoup d'autres éléments. On pourrait très bien faire un profil pour son appareil photo dans un cadre précis de prise de vue. Ça, c'est en gros, pour résumer un petit peu ce que me demandait Arthur, c'est pour brosser un petit peu le tableau de ce qu'on a aujourd'hui comme type de moniteur et l'importance de ce nombre de couleurs et surtout la fidélité des couleurs. Et je précise toujours, mieux vaut un écran qui est peut-être moins large en couleur, mais capable de le restituer le plus fidèlement, qu'un élément. En général, s'il a un écran qui a un grand gamut, est capable de le restituer fidèlement. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nombre des couleurs qu'il va restituer, mais la qualité de restitution des couleurs. Si l'écran n'est pas fidèle, même s'il en a plein, aucun intérêt. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Donc, il y a le gamut, évidemment, dont tu as parlé. On a aussi le point noir, le point blanc, le gamma, la température de couleur. On a la précision de l'écran et même son homogénéité. Mais ce qui est très important de bien comprendre avec un écran, c'est qu'il faut bien le régler pour qu'il soit capable, entre guillemets, de donner le meilleur de lui-même. Et donc, l'une des solutions qui existent pour améliorer la reproduction des couleurs sur un écran, c'est de s'équiper d'une sonde de calibration, comme tu l'as évoqué. Et nous nous sommes entretenus avec Arnaud Frisch, qui est également un grand spécialiste de la gestion de la couleur, comme vous deux, et qui propose sur son site internet guide-gestion-des-couleurs.com. Remarque, c'est très simple. Il suffit de taper Arnaud Frisch sur Internet. C'est quand même très simple comme nom, de nombreux tests de produits autour de cette thématique. Il nous parle justement de ce processus de calibration d'un écran à l'aide d'une sonde. On l'écoute. En fait, ça se fait en 2 étapes. Il y a une première étape qu'on appelle l'étalonnage, qui est super importante et finalement peut-être plus importante que ce à quoi on pense en premier pour calibrer un écran, c'est-à-dire améliorer les couleurs. En fait, de très nombreux écrans, et je le vois à travers tous mes tests, même les écrans moyens de gamme, parfois entrée de gamme, on a des bonnes surprises, mais moyens de gamme et évidemment les écrans art graphique sont souvent très bons ou excellents à la sortie d'usine en termes de précision des couleurs. En revanche, ils ne sont pas étalonnés, ils ne sont pas réglés à la bonne luminosité, par exemple, ils n'ont pas le bon gamma. Or, tout ça, ça ne relève pas de la caractérisation, c'est-à-dire du relevé de la création du profil ICC, c'est-à-dire on relève les défauts en colorimétrie des écrans qu'on va mettre dans un profil, mais il y a aussi toute une phase extrêmement importante pour commencer qui est l'étalonnage de l'écran, et la sonde va nous aider dans un premier temps à mettre notre écran à 6500 Kelvin, à 120, 80, 160 candela mètre carré, à choisir le gamma, à choisir le rapport de contraste. On va définir la luminosité en haut, mais le point noir est très important si on veut faire de l'impression, par exemple. Les écrans modernes sont souvent trop sombres. C'est extrêmement beau quand on fait de la retouche photo, du montage vidéo, quand on veut faire une séquence de divertissement pour regarder une vidéo sur YouTube. En revanche, si on veut faire de l'impression, les noirs sont souvent trop sombres. Et là, l'étalonnage, la sonde de calibrage est super importante. Cette année, on a la chance d'avoir les 2 grandes marques qui fabriquent des solutions de calibrage d'écran, donc Datacolor d'un côté et Calibrite de l'autre, qui ont renouvelé
leur parc de sondes de calibration avec, et dans mes tests, ça apparaît de manière très nette, une vraie avancée, vraie amélioration du calibrage avec les nouvelles solutions, au niveau logiciel et au niveau matériel, avec un mélange des deux, des fois pour les marques. Mais du coup, avec des écrans modernes, on observe vraiment une différence notable dans la précision des couleurs entre l'écran, entre guillemets, sorti d'usine et l'écran calibré avec une sonde? Oui, franchement, je vais aller dans le sens de ce qu'expliquait Arnaud. C'est vrai qu'un écran, puis surtout quand on prend des écrans un peu art graphique et des écrans pour la retouche photo, en général, le calibrage d'usine est vraiment très, très, très bon. Mais c'est vrai qu'après, il y a d'autres paramètres qu'il va falloir un petit peu régler. Et là, les outils d'étalonnage vont être nécessaires. Il parlait de la luminosité de l'écran. Alors, selon les types d'utilisation qu'on va avoir pour un écran, dans les arts graphiques, par exemple, Arnaud parlait de régler l'écran à 6500 Kelvin. Dans les arts graphiques, on a un standard qui est le D50, c'est donc 5000 Kelvin. Pourquoi? Parce qu'il faut uniformiser toutes les conditions de travail, les conditions d'observation. Et dans les arts graphiques, on a fixé D5000 comme ce standard. J'avais entendu 5800K, par exemple, pour des écrans plus haut de gamme pour le point blanc. Est-ce que c'est... Non. C'est pas vraiment, forcément, il y a c'est- deux standards qu'on Ouais. appelle D50 et D65. D50 pour 5000 Kelvin, parce que tous les pupitres des imprimantes, des presses offset, les conditions d'observation quand on sort les feuilles d'épreuvage, etc., tout est observé sous des éclairages à 5000 Kelvin. En photo, par contre, on est un cran au-dessus, on est à 6500, c'est un standard de fait qui est utilisé par tous les photographes, les labos, etc. Et on va être à 6005. Donc Arnaud, puisqu'on l'a un petit peu, si j'ai bien compris, interrogé plutôt pour les photographes, dit qu'il va falloir qu'on règle l'écran à 6005. Après, les conditions d'observation elles vont être aussi un petit peu variables par rapport à l'environnement de travail qu'on a. Hein. Si on est dans une pièce baignée de lumière avec une fenêtre en soi, enfin, on essaye d'avoir des conditions de travail qui sont plutôt bonnes. C'est vrai qu'on va régler en gros la luminosité de l'écran. Moi, j'ai toujours fixé, on va dire, un curseur entre 90 candela et 120 candela selon, quoi, en fait. Hein. Mais c'est des étapes qui sont vraiment importantes. Mais aujourd'hui, on constate quand même chez les grands fabricants une sacrée qualité pour... Alors évidemment, dans le très très haut de gamme, on a des écrans qui vont jusqu'à 4 000 - 5 000 euros. Mais il y a des raisons à ça, hein. C'est pas injustifié. Et on a des écrans qui sont qualitativement aussi très très bons et beaucoup moins chers. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Bon, tu parles d'offset, je veux dire, tout ça, c'est des usages qui sont particulièrement précis et en fait rares et qui ne correspondent absolument pas à 90% de l'utilisation des pratiquants de la photographie. Je dis, à quoi bon, alors Jean, je vais me tourner vers toi, à quoi bon tout ça, finalement, quand on sait pertinemment qu'on n'a absolument aucun contrôle sur la manière dont ces photos vont être vues sur le smartphone de Tata Suzanne? Oui, alors il est vrai que la gestion des couleurs a mis en lumière le fait que un photographe, chez lui, dans son bureau, n'avait aucun pouvoir sur le réglage ou la marque des écrans utilisés par les gens à qui il va envoyer ses photos. On ne peut pas maîtriser le monde, et donc on ne sait pas sur quel engin, plus ou moins mal réglé, nos photos vont être regardées. Alors ça, la gestion des couleurs, évidemment, cherche à régler le problème, mais elle a peu de pouvoir sur la liberté qu'ont les gens de faire ou non des conneries. Donc, voilà, la gestion des couleurs va essayer d'uniformiser quand même. Hein. On va essayer de convaincre tout le monde de la suivre, et à ce moment-là, on peut dire qu'on sera dans un univers où tout le monde voit les mêmes couleurs. Alors, moi, quand un photographe me demande, dis donc, Jean, la gestion des couleurs, là, je voudrais pas mettre trop d'argent, spectrophotomètre, 2 000 - 3 000 euros, mais qu'est-ce qui pourrait, avec une dépense modique, me faire un vrai progrès, un progrès visible, un progrès vis-à-vis de mes clients? Et ma réponse, c'est l'écran. Hein, c'est l'écran.
parce qu'une sonde, ça coûte un petit nombre de centaines d'euros, et que en achetant un colorimètre pour régler au mieux et caractériser son écran, on fait immédiatement un progrès absolument colossal. Ok. Alors évidemment, la gestion des couleurs ne s'est pas obligée les gens qui vont voir les images à faire la même chose, mais au moins, soit on peut le faire. Donc c'est un progrès énorme que de faire ça. Alors, ce progrès, quand on est devant son écran, qu'on a acheté une sonde, qu'on a le logiciel qui est fourni avec la sonde, ce progrès, il se fait en 2 étapes. La première étape, comme tu le disais tout à l'heure, et comme Arnaud l'a répété, et qui est fondamentale, c'est le réglage de l'écran. Voilà. En fait, la caractérisation de l'écran, qu'on fait ensuite en produisant un profil ICC, c'est une opération qui n'a de sens si on la mène sur un écran réglé convenablement. Alors pourquoi ? Prenons l'exemple, par exemple, de la couleur du blanc. Les logiciels de caractérisation vont vous demander quelle couleur de blanc tu veux. Si on règle son écran sur une certaine couleur de blanc, en tournant des boutons ou rentrant dans des menus, et qu'ensuite on demande au moment de la caractérisation de l'écran une autre couleur de blanc, on oblige le profil à faire une sorte de grand écart. Alors, il va y réussir souvent, mais il va y réussir avec beaucoup de difficultés, et il va réussir en particulier avec beaucoup de dégâts dans tout ce qui concerne les calculs des nombres RVB. Si ce sont des calculs sur 8 bits, ça va provoquer des catastrophes. Sur 16 bits, c'est moins grave. Donc, il faut régler l'écran correctement en fonction de ses objectifs, et ensuite caractériser en faisant le profil. Si on choisit comme couleur de blanc D50, qu'on règle d'abord l'écran sur D50, et qu'ensuite, au moment de caractériser l'écran, on explique au logiciel qu'on veut avoir un écran qui fonctionne sous D50, sur ce plan-là au moins, le profil n'aura à faire aucun grand écart. Okay. Il aura au fond à ne rien faire, ce qui est le mieux pour un profil. Alors, ce qui est essentiel, c'est de savoir sur quelles données, sur quelle base, on règle son écran. Quel est le point blanc, quelle est la luminance. Bon. Alors, il y a une grosse catastrophe qui est le point le plus sensible, et en même temps, le point sur lequel le photographe fait immédiatement d'énormes progrès, c'est le choix de la luminance maximum de l'écran. C'est-à-dire le choix de la luminance du blanc, autrement dit, le choix de la luminance que produit l'écran quand on lui injecte 3 nombres, R égale V égale B égale 255. Alors, on entend souvent 120 candela par mètre carré là-dessus. Voilà. Alors ça, c'est fondamental. 120, alors, donc, les choses peuvent dépendre de l'environnement, du poste de travail, etc. Mais enfin, en gros, quand même, les écrans sont beaucoup trop lumineux. Quand ils sortent de caisse, ils sont monstrueusement lumineux, de manière absurde. Absolument absurde. Il est assez courant de trouver des écrans, jadis par exemple, des écrans Apple, on déballait, c'était 200 candela, bon, c'est absurde. Moi, je trouve qu'après y avoir beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, beaucoup discuté, moi, je trouve que pour un photographe dont l'objectif est le papier, la bonne valeur de luminance du blanc, c'est autour de 90, voire 80. C'est donc beaucoup plus faible. Alors, quelle est la punition à laquelle est confronté le photographe qui ne fait pas ça, c'est-à-dire qui règle son écran sur une luminance trop élevée. Par exemple, 150 candela par mètre carré. Eh bien, il va être devant son poste de travail, Photoshop. Il va trouver que, parce que l'écran rayonne beaucoup trop,
il va trouver que décidément, ces dernières images sont trop claires, trop lumineuses, trop blanches. Donc, avec Photoshop, il va tourner les boutons de Photoshop qui permettent de diminuer la luminance de son image. Et en faisant ça, il trahit l'ICC, c'est-à-dire qu'il va produire des valeurs RVB beaucoup trop basses. Et quand il imprimera, il aura des impressions trop sombres. Ok. La quasi-totalité des photographes se disent « mais je ne comprends pas, je m'applique beaucoup avec Photoshop, j'ai lu des livres, et pourquoi quand j'envoie mes photographies chez Négatif Plus ou chez moi avec ma belle imprimante à 3 000 €, pourquoi est-ce que j'ai des photographies trop sombres ?» C'est toujours parce que la luminance du blanc de son écran trop a été forte. réglée sur une valeur trop élevée. Ok. Et ce qui revient donc à dire un petit peu ce qu'on disait au départ, l'écran, le moniteur, c'est la pièce principale de tout notre système de prise de vue quelque part. C'est-à-dire que par lui, s'il est bien réglé, s'il est bien étalonné, bien caractérisé, on est sûr déjà que ce qu'on voit est juste. Ensuite, et c'est vrai, comme dit Jean, et moi je peux même être un petit peu plus vicieux concernant la luminance, on peut fixer la luminance en fonction des différents papiers qu'on a. Parce qu'entre un papier brillant et un papier mat... Mais là, etc. c'est une autre Non, non, émission. non, Non, mais- on anticipe, non, non, mais non, on mais- anticipe, Patrick. mais t'as raison. C'était juste pour dire que la luminance, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est un facteur qui est très très important et qui se règle, il faut le garder à l'esprit, en fonction aussi de l'usage de ce qu'on va faire de nos images. Ok. Voilà. Donc, si je résume, la première étape pour améliorer son processus de la gestion de la couleur, c'est régler l'écran et investir dans une sonde de calibration. Pour aller encore plus loin, on peut aussi investir dans ce que l'on appelle un écran art graphique, souvent beaucoup plus cher que les écrans traditionnels, mais dont la promesse est justement une restitution des couleurs extrêmement précise et juste. On vous propose d'écouter le témoignage de Fred Roll, spécialiste des produits de la marque Eizo, très réputé pour ses écrans Color Edge. Il nous explique les spécificités d'un écran art graphique. On l'écoute. Sur un écran ISO, Color Edge, donc qui est dédié à la couleur, il va y avoir 5 points qui sont importants. Le premier, c'est effectivement l'espace colorimétrique, donc le fameux gamut, c'est-à-dire que nous, l'œil humain, on est capable de voir un certain nombre de choses. Le fameux sRGB est une toute petite partie de ce qu'on est capable de voir avec l'œil. Et quand on va faire, par exemple, de l'impression, du print, si on veut imprimer un livre photo, un magazine, etc., on va avoir un volume couleur qui est plus grand que le sRGB. Donc, du coup, il y a des couleurs qui ne seront pas reproductibles. Après, il va y avoir l'Adobe RGB qui, lui, va pouvoir englober l'ensemble des, ce que j'appelle des sorties, c'est-à-dire des productions, c'est-à-dire des papiers photos, des imprimantes, des vidéoprojecteurs, etc. Et nous, on va couvrir avec nos écrans la totalité, à 99% pour être honnête, pour pas dire 100%, sur ce volume couleur. Sur nos écrans, on a une technologie qui s'appelle le DUE pour l'uniformation digitale, qui va en fait neutraliser complètement en fait la chromacité et la luminosité, de manière à ce que si vous regardez votre écran pile en face, au centre de l'écran, ou tout en haut à droite, ou tout en bas à gauche, vous aurez exactement le même ressenti en termes de luminosité et de chromacité. La troisième chose, c'est l'électronique. Nous, le but, c'est pas d'avoir des choses qui sont esthétiques et qui sont très fines. On est vraiment dans la robustesse et dans la durée. Si on fait une garantie de 5 ans, etc. Nous, on va tester nos produits de manière à optimiser nos composants. Et du fait qu'on produise nos propres composants, en fait, on a justement cette particularité de maîtriser le gamma et la gestion de la couleur. À minima, on va être sur du 16 bits, ce qui veut dire que sur un écran classique où on va avoir 256 nuances par rouge, par vert, par bleu, nous, à minima, on va passer de 256, c'est-à-dire du 16 millions de couleurs, à 328 milliards de couleurs. Tous nos écrans, en fait, sont calibrés individuellement et on va lui faire une compensation matérielle, on va lui faire une sorte de carte d'identité
qu'on va injecter à l'intérieur de l'écran. Cette correspondance va permettre à la sonde intégrée sur nos écrans les plus importants ou en utilisant d'autres sondes qui n'ont pas de sonde intégrée, à venir lire cette carte d'identité un peu et vérifier en fait si par rapport à la fabrication, il y a eu une dérive sur une des coordonnées RVB ou sur le gamut en général. Bon, c'est extrêmement technologique et technique, hein, ce qu'il raconte sur les écrans EIZO Color Edge. Bon, c'est évidemment un budget assez conséquent, hein, d'investir dans un produit comme ça. Il y a des alternatives, hein, il n'y a pas que EIZO qui propose des écrans white gamut, hein, comme on appelle. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre, Patrick? Tu as BenQ, tu as Asus. Une marque qui n'est pas connue pour ses écrans, mais tu as HP qui a une gamme qui s'appelle Dreamcolor. Ce sont des écrans qui sont assez haut de gamme, avec pour certains qui ont même un spectro intégré. Tu as Dell. Dell a aussi quelques moniteurs assez haut de gamme, avec un gamut assez grand, Adobe RGB. Alors, tout le monde dit toujours 99% de l'Adobe RGB. En général, il couvre le 100% RGB, le Adobe RGB, mais c'est surtout, je dirais, au niveau législation, ils préfèrent dire 99 pour être sûr que... Au cas où, quoi. Voilà, au cas où, c'est tout. Mais voilà, il y a des alternatives à ISO crédibles. Tu évoquais, pour les ISO et tous ces moniteurs-là, des moniteurs art graphique. Alors, art graphique, c'est un terme, on va dire, un petit peu, je dirais, générique, parce que ces moniteurs art graphique, en fait, pourquoi? Parce qu'ils sont énormément utilisés en studio, dans les groupes de presse, chez les imprimeurs, les photograveurs, les compograveurs, etc., etc. Et parce qu'en général, on les définit par un espace, un gamut très important qui couvre en théorie l'Adobe RVB. Sauf qu'on a bien compris que effectivement, l'Adobe RVB, comme dit Fred Roll, il va servir aux professionnels du pré-presse pour aller imprimer sur des magazines. On sait que l'espace colorimétrique, ce qu'on appelle le cyan magenta jaune noir, CMYK en pré-presse, le gamut est beaucoup plus petit. Mais l'intérêt d'avoir en fait un grand gamut sur un moniteur, c'est justement quand on va travailler à la conversion, on a parlé un petit peu tout à l'heure de nos fichiers RVB vers le CMJN, on essaye d'avoir le plus grand dénominateur commun RVB pour aller vers le plus petit. Comme ça, on est sûr que quand on va travailler nos conversions, on est sûr de pouvoir travailler ça très très finement. D'autant que, on a parlé des profils ICC tout à l'heure, quand on va, et ça, je ne sais pas si on l'abordera une autre fois ou si on l'aborde aujourd'hui, mais la conversion du RVB de manière générique vers le CMJN. Une autre fois. Non, mais j'ai l'impression que ça mérite de s'y attarder une autre fois, parce que perçu deux, trois trucs que j'ai entendus. On a parlé de profil ICC. L'intérêt du profil ICC, quand on a bien caractérisé nos moniteurs, nos papiers pour nos imprimantes, etc., nous permet, bien avant toutes ces étapes-là, quand on a les profils, justement, on peut les utiliser. On va simuler à l'écran ce que ça va rendre sur une presse offset, sur le papier précis de mon bouquin, sur ce que ça va rendre sur mon papier, sur mon imprimante du Schmoll, j'ai le profil. Et surtout, c'est que je vais pouvoir anticiper à l'écran, sous réserve que mon écran, bien entendu, soit calibré, ce que va donner mon image sur mon imprimante. Alors, avec évidemment, si j'ai un écran brillant et que je vais imprimer sur un papier mat, on en tient compte. Mais disons qu'au niveau colorimétrique, on peut anticiper. Et surtout, c'est qu'on peut éventuellement corriger aussi un petit peu et mettre notre image, on va dire, un petit peu en phase avec notre papier. Donc, ça, c'est, comme on dit, des choses qu'on abordera certainement dans une autre partie. Mais l'importance de la calibration, quel que soit que ça soit un écran, que ça soit un papier, parce qu'il y a autant de profils que de papier, que d'imprimante, tous ces maillons sont essentiels pour communiquer. Si on parle de gestion des couleurs, c'est justement pour pouvoir les gérer, il faut pouvoir établir à quoi correspondent chacun des maillons de notre chaîne. Bon, c'est parfait. On va conclure sur ces mots, cette première partie de notre émission dédiée à la couleur. Merci Patrick, merci Jean d'avoir partagé tout ça avec nous.